Ravie de vous recevoir ce matin, 23 juin 2022. Je pense que c'est ma dernière intervention en tant que présidente de l'APEX. Tu me dis si je me trompe, Alicia, puisque je finis mon mandat le 4 juillet. Donc, Tout à fait. pour présentation pays, en tout cas, c'est ma dernière intervention. Et ça a été vraiment incroyable de pouvoir mixer à la fois des événements en visio et finalement en présentiel. Ces événements présentation de pays que nous avons organisés avaient pour but, ont été créés pendant la période Covid par l'APEX et avaient pour but aux entreprises et aux commerciaux qui étaient bloqués en France de pouvoir avoir une idée de ce que pouvait être un développement commercial, une étude de marché, une stratégie, un concept, quels sont les contacts, quelles sont les relations que l'APEX peut ancrer avec d'autres pays, avec d'autres clubs business. C'est très important de pouvoir avoir finalement des intervenants similaires à nous dans d'autres pays. L'APEX qui est le club de l'international, donc qui regroupe les entreprises qui font de l'import et de l'export, qui sont localisées dans le sud de la France et qui ont tous des activités extrêmement diverses dans des régions différentes du monde. Et donc, on vient apporter à l'APEX son savoir-faire, son expertise, ses connaissances qu'on vient partager. On donne un peu de nos informations, on vient en chercher aussi et on se fait accompagner pour bien entreprendre l'international. Ce matin, on est très intéressé par l'Espagne. Donc, découvrir l'Espagne, savoir si l'Espagne est un pays dans lequel on peut envisager un développement commercial. Ce qui est très intéressant, c'est que souvent les entreprises françaises ont comme première idée d'aller développer leur business dans des pays limitrophes à la France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne souvent. Et c'est souvent dans ces pays que la CCI internationale et Business France se sont très, très actifs. Aujourd'hui, on collabore de façon très proche avec la CCI internationale qui a vocation à travailler avec des clubs business comme nous pour étendre leur réseau, pour apporter leur savoir-faire qui sont import-export aussi. Donc, ils ont une vision au travers des entreprises espagnoles et aussi au travers des entreprises françaises. La CCI internationale et leur club regroupent plus de 500 entreprises françaises installées dans toute la partie espagnole, en tout cas sur une grande partie, et produisent plus de 100 événements par an. Donc, ce matin, nous recevons Sébastien Alvarez, Florian Vincent et Nicolas Lambert, qui sont techniciens, on peut dire comme ça, de la CCI internationale, qui vont venir un petit peu vous apporter leur approche, leur idée, leur intérêt. Quels sont les business qui fonctionnent bien en Espagne? Quels sont les premiers pas qu'on peut faire? Quels sont les services aussi qu'ils peuvent apporter? Puisqu'en fait, c'est vraiment dans cette idée-là, c'est d'avoir un service dédié. Ils font partie de la Team France, donc vous pouvez utiliser vos chèques export, vous pouvez utiliser les financements de l'État pour travailler avec les CCI internationales. Et c'est très important parce que finalement, ça minimise beaucoup vos premiers coûts et vos premiers pas à l'international. J'ai souvent dit ces derniers mois, ces dernières années, durant mon mandat, on ne va plus à l'international avec son argent, on essaye d'y aller avec l'argent de l'État. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par la Team France, mais aussi par la BPI de façon indépendante pour vous permettre vos premiers pas à l'international et vous financer vos premiers pas à l'international. N'hésitez pas à revenir vers l'APEX si vous avez besoin d'informations ou de contacts pour aller chercher des financements à l'international. Et je laisse Florian et Sébastien, je suppose, commencer cette présentation du business en Espagne. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, c'est un plaisir pour nous de clore votre présidence. On est honoré, voilà, de vous avoir eu pour la dernière fois. Et je tiens à remercier donc, également toute votre équipe et le Club Apex pour cette journée qui organise en collaboration avec nous. C'est un plaisir pour nous de vous parler de l'Espagne, de vous parler d'un pays qu'on aime, un pays où on est installé et un pays où on aide les entreprises françaises, comme le disait Nathalie, à se développer. Alors, c'est un pays qui a une longue tradition de relations. C'est un pays voisin de la France. Donc, beaucoup d'entreprises françaises y viennent déjà. Beaucoup d'entre vous ont sans doute des contacts déjà avec l'Espagne, travaillent déjà avec l'Espagne. Nous, on est juste là pour mettre un peu de beurre sur les épinards et un peu d'huile dans les engrenages pour vous faciliter un peu les choses. L'Espagne, mais Florian et Nicolas vont vous donner plus d'éléments maintenant, mais est le quatrième, cinquième marché pour la France.
Donc, c'est un marché qui est vraiment très, très, très important pour nous. Et depuis la Chambre, nous sommes là pour vous aider dans vos démarches, effectivement, en collaboration avec la Team France Export, avec la BPI, main à la main pour que votre histoire et votre projet soient un succès. Voilà. Je passe la parole à Florian, qui est le spécialiste de l'accompagnement des entreprises au sein de la Chambre et qui va vous donner plein, plein d'informations très utiles sur le marché espagnol. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonjour à tous, c'est bon, vous voyez bien la présentation? Oui. Parfait. Et donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est juste de vous donner une vision générale de l'Espagne, comprendre quelles sont les principales caractéristiques et le potentiel du marché, et également vous donner quelques clés pour vous développer en Espagne. Donc, on commencera par une brève présentation de la CCI. Ensuite, on vous donnera les principaux indicateurs économiques du marché espagnol. Dans un troisième temps, on s'intéressera aux relations bilatérales franco-espagnoles et ensuite, on verra un peu quelles sont les différentes alternatives dont disposent les entreprises françaises pour se développer sur le marché espagnol. Et on terminera par un très bref focus sur Madrid de 2-3 minutes. D'accord? Donc, je vais laisser Nicolas commencer par la présentation de la CCI. Donc voilà, bonjour à tous. Donc une présentation succincte de la Chambre de commerce dans un premier temps. La Chambre de commerce franco-espagnole, comme vous l'avez dit Nathalie, donc fait partie d'un réseau, le réseau CCIFI. Donc c'est 126 chambres à l'étranger. Nous avons plus de 125 ans d'existence en Espagne, donc ce qui nous donne une forte crédibilité et une très forte implantation sur le tissu entrepreneurial madrilène, mais aussi espagnol, évidemment. Nous avons plus de 550 membres la Chambre de commerce s'articule autour de 3 piliers communs un peu à toutes les chambres. Donc la vie associative, l'animation du réseau et de la communauté d'affaires franco-espagnole et les services que nous verrons juste après. Donc, au niveau de la vie associative, nous sommes un club d'affaires comme l'APEX. Donc, nous avons plus de 75 membres, dont figure la moitié du CAC 40 et une partie de l'IBEX 35, avec donc des événements premium qui sont organisés pour eux, comme des déjeuners d'affaires avec des personnalités influentes, telles des ministres ou des personnalités de haut groupe. Et donc, il y a aussi des événements exclusifs comme le Bridge que nous organisons aussi ensemble, qui est en fait un matching entre les startups et les grands groupes, par exemple. Les commissions, donc c'est similaire aux comités qui sont organisés donc, par les autres chambres de commerce françaises à l'international. C'est les groupes de travail dont le but est de créer des événements à haute valeur ajoutée comme des conférences, création de livres blancs ou surfer sur des nouvelles tendances avec un networking de qualité entre experts. Et enfin, comme vous pouvez le voir sur la slide, on a un maillage territorial articulé autour de 8 délégations, car en fait, la Chambre de commerce franco-espagnole, nous sommes répartis donc, sur tout le territoire, la communauté, le Pays Basque, aussi la communauté valencienne, jusque dans les Canaries. Et donc, on travaille aussi, parce que comme vous le doutez bien, le club d'affaires est une partie minime de ces 550 membres. On fait aussi beaucoup d'animation de la communauté d'affaires. Donc là-dessus, on va organiser des événements en fait, à destination des PME et aussi des startups, dans laquelle il va s'agir donc, voilà, de faire du networking de qualité dans des endroits originaux et assez huppés. Donc, je laisse Florian commencer par la entreprises. Alors, donc là, le deuxième département, c'est celui au sein duquel on travaille, Nicolas, Sébastien et moi. Et l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans toutes les étapes de leur projet en Espagne ou en France. Donc, on accompagne les entreprises françaises. Et pour ce faire, on a toute une série de services. Donc, ça peut être des services pour accompagner des projets d'investissement, achat d'entreprise, d'export ou encore d'implantation, création de filiales, etc. Donc, on a toute une série de services. Donc, vous le voyez là, de l'amont vers l'aval. Donc, on commence par des études de marché et d'implantation, si vous en avez besoin. On fait aussi de la prospection, en général de la recherche d'intermédiaires, que ce soit des agents commerciaux, des distributeurs, par exemple.
Ensuite, vous voyez dans le point 3, on accompagne les entreprises françaises dans tout le processus de création de la filiale, donc toutes les démarches administratives à réaliser. Et une fois que l'entreprise est implantée, on s'occupe de la gestion sociale, par exemple les fiches de paye, la gestion comptable. On fait aussi du recrutement, puisque quand une entreprise s'implante, il faut qu'elle recrute du personnel local. Et on a également un business center, justement, pour pouvoir accueillir ces entreprises-là. Et une fois que ces entreprises sont implantées, parfois on les met en relation avec nos membres, s'ils ont besoin de tel ou tel service. Et ces entreprises aussi, parfois, se font à leur tour membres pour entrer dans notre club. Alors, maintenant, je vais commencer sur la partie plutôt économie. Là, l'idée, c'est que vous compreniez bien quel est le potentiel du marché espagnol. Donc, avec quelques chiffres clés tout d'abord, retenez bien que l'Espagne, c'est le 4e pays le plus peuplé de l'Union européenne, avec 47 millions d'habitants. Donc, ça veut dire 47 potentiels millions de consommateurs. Et en plus, la particularité de l'Espagne, c'est que dans les prochaines années, le pays va connaître une croissance démographique. Donc ça, c'est très important et très singulier puisque la plupart des pays européens, malheureusement, sont déjà dans une situation de décroissance démographique ou en prendront le chemin dans les prochaines années. Donc ça, on l'explique essentiellement par les flux migratoires, notamment en provenance d'Amérique latine et en provenance du Maroc. Deuxième chiffre clé, c'est que l'Espagne est la 4e économie de l'Union européenne en termes de PIB nominal. Donc, vous avez quand même un potentiel de marché qui, tout du moins au niveau macroéconomique, est assez important. Alors, l'Espagne, c'est un pays, ça vous le savez sûrement, qui a été très durement touché par la crise de 2008, la crise financière, puis en 2011, 2012, 2013 par la crise des dettes souveraines. Par contre, ensuite, elle est rentrée dans une phase d'accélération, de rattrapage économique. Et là, vous voyez sur le graphique, les taux de croissance en bleu foncé, représenté en bleu foncé, représente donc la croissance de l'Espagne et vous voyez qu'elle est bien supérieure à la croissance, par exemple, de la zone euro qui est représentée ici en bleu turquoise. Par contre, c'est vrai qu'en 2020, l'économie a été beaucoup plus impactée que d'autres grandes économies de l'OCDE. Pourquoi? Parce qu'on a un poids du tourisme qui est beaucoup plus important que ce qu'on peut retrouver dans les grands pays développés. Donc, à peu près une contribution de 12% au PIB national avant la crise, et contre, à titre d'exemple, la France, je crois que c'est à peu près 7-8% de son PIB. Donc, forcément, arrêt des flux touristiques, pandémie et l'impact global a été beaucoup plus important sur l'économie dans son ensemble et sur le PIB national. Par contre, là, on est rentré dans une phase de reprise économique. Donc, pour cette année, par exemple, l'Espagne, parmi les grands pays de l'OCDE, parmi les grands pays développés, est celui qui devrait connaître la plus forte croissance. Donc voilà, malheureusement, il y a aussi des ombres au tableau, hein, tout n'est pas parfait. Vous savez, la guerre en Ukraine, l'inflation, les pénuries de certains composants, ce qui a entraîné une révision des prévisions de croissance à la baisse, mais qui reste quand même supérieure aux autres pays européens. Alors, comment se répartit l'économie espagnole? Vous voyez sur le graphique en bas à droite que c'est Madrid qui est la région qui contribue le plus au PIB national, à hauteur de 18%. Alors là, on est revenu sur des niveaux normaux de pré-crise, c'est-à-dire que Madrid a une part de 19%, un peu plus même, suivi de la Catalogne, de l'Andalousie et de la communauté valencienne. Donc, quand on parle aussi de potentiel de marché, il y a un autre indicateur qui peut vous intéresser, surtout si vous êtes en B2C, c'est le pouvoir d'achat. Donc, en Espagne, on est sur des niveaux certes plus faibles qu'en France. Donc, vous voyez dans le tableau à peu près 24 000 € par an et par habitant. Là, on est revenu cette année à 25 000. Donc, c'est inférieur à la France qui tourne autour de 33 000, si je me souviens bien. Mais on est quand même sur un pouvoir d'achat à la hauteur, entre guillemets, d'un pays développé. Donc, ça reste intéressant et vous avez des régions qui sont particulièrement bien positionnées. Comme vous voyez là dans le tableau, Madrid, le Pays Basque, la Navarre ou la Catalogne sont les régions avec le plus fort PIB par habitant. Alors là, c'était un peu pour vous donner une photographie, mais après, ce qui est important aussi, c'est d'analyser la dynamique en termes économiques. Donc, je vous ai mis dans le tableau là les taux de croissance des principales régions espagnoles entre 2017 et 2023, donc en prenant en compte les prévisions. Donc, vous voyez que c'est Madrid, la communauté valencienne et l'Andalousie qui ont un taux de croissance supérieur au total de l'Espagne, à la moyenne espagnole. Donc, Madrid, c'est vrai que ça s'est transformé pour des 2 dernières décennies. On est passé d'une capitale qui était plutôt administrative
à une capitale qui est aujourd'hui moteur de l'économie espagnole avec le développement de tout le tissu d'entreprise. Et vous avez aussi deux régions qui sont intéressantes, la communauté valencienne et l'Andalousie, qui avaient encore jusqu'à peu une image assez de régions touristiques avec le littoral, le soleil, etc. Mais en fait, entre-temps, il y a des secteurs porteurs qui ont émergé qui sont très intéressants. Par exemple, en Andalousie, en communauté valencienne, vous avez beaucoup d'agrotech. En Andalousie, secteur de la biosanté qui est très puissant. Et les deux régions aussi sont des hubs logistiques importants. Pourquoi? Parce que vous avez deux des principaux ports européens, le port d'Algeciras en Andalousie, qui est le principal port méditerranéen, et le port de Valence dans la communauté valencienne. Et ensuite, vous retrouvez d'autres régions comme la Catalogne ou le Pays Basque qui ont des taux de croissance un peu inférieurs à la moyenne espagnole. Alors là, je vais passer très vite. Juste retenez que l'Espagne, c'est l'un des principaux récepteurs d'IDE, c'est-à-dire d'investissement direct étranger. On parle du 11e stock mondial d'IDE le plus important, juste derrière la France. Et en général, chaque année, automatiquement, chaque année, c'est Madrid qui capte le plus d'IDE. Donc là, vous voyez en 2021, sur le graphique, par exemple, 74% des IDE entrant sur le sol espagnol ont eu pour destination Madrid. Alors maintenant, on va faire un petit topo sur les secteurs porteurs en Espagne et aussi on a essayé d'adapter à vos secteurs, au secteur des entreprises qui nous regardent aujourd'hui. Donc, je vais repasser la parole à Nicolas. Merci. Du coup, pour le secteur du prêt-à-porter, juste pour apporter quelques renseignements en plus que ceux que vous avez sur la slide, selon le rapport Modaes, quand même un des piliers économiques de l'Espagne, avec représentant 2,8% de son PIB, 20 000 entreprises dans l'industrie et 60 000 points de vente. Il génère plus de 132 000 emplois directs et des recettes fiscales, donc cotisations fiscales, TVA plus impôts sur les sociétés à 8 milliards d'euros. Selon un rapport de l'EAE sur la consommation dans le secteur, une tendance qui se renforce, la tendance online, mais un petit peu partout, je pense, dans l'Union européenne. En 2021, plus de 15% de la population, par exemple, réalisait leurs achats sur un format online. Et les prévisions mettent en exergue une récupération du secteur presque au niveau pré-pandémique en 2021 et une consolidation de la croissance du secteur en 2022. Une très forte tendance aux vêtements de seconde main, donc tout ce qui est friperie, car 40% des moins de 24 ans utilisent ce canal de distribution de manière majoritaire. Je te laisse sur les sports d'eau vive. Pour les sports d'eau vive, effectivement, il y a un potentiel. C'est sûrement l'eau vive qui les a refroidis. Ils sont congelés. Donc, tu as été coupé, Florian. Ah. Alors, reprends le fil. Tu disais l'eau vive? Oui. Donc là, on m'entend bien? Oui. Oui, c'est bon. D'accord. Oui, je disais qu'il y avait effectivement un fort potentiel puisque vous avez un réseau fluvial intérieur important. Vous avez aussi énormément de touristes. Il faut se rappeler qu'avant la crise, il y avait à peu près 80 millions de touristes chaque année qui étaient accueillis en Espagne. Donc, vous avez cette source de potentiel, entre guillemets, consommateurs de sport d'eau vive, que ce soit au niveau des touristes étrangers ou au niveau des Espagnols. En plus, c'est une pratique qui gagne en popularité. Et ce qui fait que vous avez au total en 2020 à peu près quand même 676 personnes qui ont pratiqué des sports comme l'aviron ou du kayak. 676 000 personnes. Oui, j'ai dit quoi? 676. Ok, 676 000. Alors, sur l'industrie, vous avez quand même plusieurs secteurs porteurs. Donc, l'industrie, c'est assez intéressant en ce moment. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à relocaliser une partie de la production ou à développer de nouveaux projets prioritairement en Europe du fait du contexte de hausse des coûts du transport international. Et donc, vous avez des secteurs à ce titre très intéressants. Par exemple, l'automobile. L'Espagne est le deuxième producteur européen en termes d'unités de véhicules produits et c'est le 8e pays au niveau mondial. D'accord. Ensuite, vous avez la chimie. Donc là aussi, c'est un secteur très porteur. On parle quand même du deuxième secteur
indicateurs du pays, avec un chiffre d'affaires qui représente à peu près 6,4% du PIB. Et le dernier secteur que je voulais mettre en exergue, c'était l'aérospatiale et la défense, sachant que, alors, on est encore loin des chiffres, hein, très très loin des chiffres du chiffre d'affaires du secteur en France. L'Espagne, c'est un pays qui est moins important au niveau aérospatial et en termes de défense que ce qu'on peut voir par exemple en France ou en Allemagne. Par contre, c'est un secteur qui a été en forte croissance au cours des dernières années. Et disons que les deux principales régions dans le secteur, c'est essentiellement Madrid et l'Andalousie. Voilà, et on est à peu près sur 1,5% du PIB. Donc, pour le tourisme, comme on l'évoquait juste avant, c'est un des secteurs phares donc, du coup, de l'économie espagnole. Donc, ça représente à peu près entre 7,3 et 7,5% du PIB national en 2021, donc à 88,5 milliards d'euros. En 2019, l'Espagne était le deuxième pays le plus visité au monde derrière la France, avec 84 millions de touristes. Elle se classait également à la deuxième place mondiale en termes de recettes touristiques, avec 80 milliards d'euros. La tendance était clairement à la hausse jusqu'en 2019, évidemment, avec des recettes allant de 62,6 milliards d'euros en 2013 jusqu'à 80 milliards en 2019. Mais le Covid, évidemment, a créé et a ralenti la tendance avec une perte de 77% de son flux touristique en 2020. Mais une situation qui est éphémère et conjoncturelle, comme on le sait, étant donné la forte récupération de son flux touristique en 2021 est prévue pour 2022, avec une croissance du flux de 68,6% et un tourisme d'affaires en très, très forte récupération aussi, avec juste pour l'année 2021, 3 millions de participants, 238 congrès, 27 expositions, 118 salons et plus de 1300 événements. Donc, on voit que réellement, le tourisme repart très, très fortement à la hausse. Alors, ensuite, vous avez l'agroalimentaire, un secteur traditionnel en Espagne. Et donc, l'Espagne, c'est l'un des principaux producteurs européens. Vous avez un chiffre d'affaires relativement élevé, on parle de 119 milliards d'euros. Et c'est vrai que c'est un marché qui est intéressant aussi bien du point de vue de la demande que de la consommation. De la demande parce qu'on parle de effectivement 47 millions d'habitants et vous avez aussi ces fameux 80 millions de touristes. Et en termes de production, il y a une tendance qui a émergé qui est celle de la production bio. L'Espagne, c'est le premier en termes de surface biocultivée, le premier pays européen. Et en termes de consommation bio, certes, la consommation reste inférieure à celle de la France. Par contre, vous êtes quand même sur le 11e marché mondial. Donc, l'Espagne, c'est un pays qui a tendance un peu à suivre le mouvement européen, enfin, en tout cas, avec quelques années de retard par rapport à la France. Mais le bio, c'est quelque chose qui se développe peu à peu. Enfin, une partie de notre travail est aussi de mettre la lumière en fait, sur des nouveaux secteurs et qui deviennent de plus en plus significatifs en Espagne, comme les NTIC et toutes les startups et PME qui vont proposer des solutions innovantes. Donc, il y a une politique de plus en plus forte qui met en avant une politique pro-business dans la création et l'implantation des startups sur le territoire espagnol aussi la mise en exergue, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, des industries du divertissement telles que l'audiovisuel. Reprenons que Madrid est le 6e pays, enfin que l'Espagne est le 6e pays au monde en termes de volume d'exportation de produits audiovisuels. Les studios de Netflix Europe sont notamment implantés à Madrid et donc cela consolide véritablement un nouveau soft power espagnol dans le monde. Aussi, une autre chose, au niveau des accélérateurs et des incubateurs, par exemple, on a une situation qui est un petit peu différente qu'en France, avec des accélérateurs qui vont lever des fonds et qui sont constitués en réseaux internationaux beaucoup plus importants, avec des levées de fonds qui sont beaucoup plus significatives. On voit aussi au niveau des hubs européens les plus attractifs en 2020 que Madrid est situé à la 7e place, une place qui devrait être revue à la hausse pour 2022, notamment avec la situation du Covid, qui a été assez
comment dire, assez bénéficiaire pour la ville, avec une attraction aussi des talents et voire même une rétention avec cette nouvelle conception en fait du travail et aussi cette vague un peu digital nomade qui a fait venir vraiment beaucoup notamment des Français par exemple sur Paris qui sont venus s'installer à Madrid durant le Covid pour travailler en télétravail ou voire même travailler dans des filiales françaises en Espagne. Aussi, au niveau des classements des levées de fonds, c'est ce que je disais juste avant. On voit que Madrid est en 6e place, donc avant la France. Néanmoins, au niveau des accélérateurs, il y en a beaucoup moins qu'en France et des incubateurs, mais ils vont lever des fonds beaucoup plus importants. Donc, au niveau des relations bilatérales entre l'Espagne et la région PACA, on a voulu faire un focus sur la région, évidemment. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que l'Espagne est le 2e client de la région PACA. Donc, ceci s'explique véritablement par une tradition du commerce dans le bassin méditerranéen et la proximité géographique. On voit que l'Italie, par exemple, est le premier client. Et de loin devant les autres. Donc, les exportations sont menées par des produits sidérurgiques et de l'acier et les produits chimiques, gage du savoir-faire de la région PACA dans ces produits. En outre, l'Espagne est le 5e fournisseur de la région, notamment en produits raffinés. Et là-dessus, et c'est notamment en fait au niveau du gaz naturel, arrivant directement au terminal méthanier de Foscavou. Donc, il y a trop souvent des bateaux en fait, qui viennent approvisionner en fait, le terminal méthanique. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit ça, au-delà des échanges entre guillemets de biens et de services, les relations franco-espagnoles vont bien au-delà, puisque la France est le 3e investisseur en Espagne et concrètement, dans les faits, ça se traduit par les chiffres suivants. Il y a 2600 entreprises françaises, filiales françaises présentes sur le sol espagnol et ce sont celles qui, par rapport aux autres filiales étrangères en Espagne, sont celles qui créent le plus d'emplois. On parle quand même de 350 000 emplois, ce qui est très important compte tenu du fait qu'on est quand même dans un pays qui a un taux de chômage structurel très élevé. Et les filiales françaises sont celles également qui génèrent le 2e chiffre d'affaires le plus élevé derrière les filiales américaines. On parle d'environ 87 milliards d'euros. Donc, vous avez les grandes entreprises qui sont présentes comme Orange, Carrefour, Decathlon, etc. et qui contribuent justement à ce chiffre d'affaires si élevé. Alors, maintenant, on va passer aux clés pour s'internationaliser en Espagne. D'abord, il faut prendre en compte les différences entre les deux marchés, même si c'est un piège parce que beaucoup d'entreprises françaises pensent qu'effectivement le marché espagnol est similaire. Il l'est sur certains points et il n'est pas sur d'autres points. D'abord, vous avez une organisation territoriale qui est beaucoup plus décentralisée qu'en France. Ici, les régions qui sont appelées les communautés autonomes ont un réel pouvoir et ça, c'est important parce que ça peut impacter votre projet selon les démarches que vous allez devoir réaliser ou si vous souhaitez faire du lobbying, etc. Il va falloir aller voir les régions qui sont un interlocuteur important en Espagne. Ensuite, vous avez une langue commune qui est bien sûr l'espagnol, mais vous avez d'autres langues entre guillemets régionales comme le catalan, le valencien, le galicien, ce qui fait que selon vos secteurs, ça dépend, vous allez devoir traduire aussi vos plaquettes, etc. Vous avez la manière de faire du business qui est un peu différente de la France. En Espagne, il y a cette relation de proximité. On doit tutoyer, on invite les clients à déjeuner, on invite les clients à boire un verre après le travail, etc. Et vous avez aussi une réglementation qui est certes harmonisée au niveau de l'Union européenne, mais attention, il y a quand même des différences déjà entre l'Espagne et la France et même au sein de l'Espagne, puisque les régions ont parfois leur propre réglementation. Donc, vous pouvez avoir une réglementation harmonisée au niveau européen, mais ensuite, les démarches d'enregistrement, par exemple, pour distribuer, j'ai cet exemple en tête, des motos, ça va être différent de ce que entre l'Espagne et l'Italie, par exemple. Et même si vous avez un certificat unique, au niveau de l'Union européenne. Et les clés du succès ne sont pas forcément les mêmes sur les deux marchés. Effectivement, vous n'avez pas juste à dupliquer votre stratégie, il va falloir accepter de vous adapter, d'adapter votre stratégie commerciale et votre stratégie en termes de communication. Alors, ensuite, quand vous souhaitez vous internationaliser, vous avez plusieurs options. Soit vous vendez en direct, donc du producteur au client final, soit vous passez par un intermédiaire.
des franchisés, des distributeurs, des agents commerciaux ou encore des intégrateurs si vous vendez des logiciels. Donc, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, si vous passez par un intermédiaire, vous allez pouvoir vous appuyer sur une personne qui connaît le marché, qui a déjà un portefeuille de clients existants. Par contre, vous avez des désavantages puisque le distributeur, typiquement, va prendre une marge. Donc, vous vendez au distributeur qui revend au client en prenant sa marge. Donc, vous allez être potentiellement moins compétitif qu'un producteur qui le fait en direct, qui vend en direct, ou même moins compétitif qu'un producteur qui passe par un distributeur qui a des marges plus faibles. Ensuite, vous ne contrôlez pas complètement votre stratégie puisque dans ce cas-là, c'est le distributeur qui va fixer les prix finaux pour les clients. Et vous avez un risque de dépendance en cas d'exclusivité, ça va faire très attention en cas d'exclusivité parce qu'il y a des entreprises qui vendent beaucoup, qui sont très contentes, mais en fait, lorsque le distributeur ne renouvelle pas l'accord de distribution, comme ces entreprises, ces fournisseurs n'ont pas de contact direct avec les clients, ils perdent leur marché. Et attention, en Espagne aussi, vous avez beaucoup de distributeurs régionaux. Donc, si vous signez un accord d'exclusivité avec l'un d'entre eux, il faut d'abord s'assurer qu'ils aient au moins une couverture nationale. Parce qu'on peut vous dire, je vends dans toute l'Espagne, mais en fait, concrètement, le distributeur vend uniquement dans le nord et vous allez perdre toute une partie du marché pendant plusieurs années, le temps de votre accord d'exclusivité. Et attention également, beaucoup d'entreprises françaises se plaignent du fait que les distributeurs ne réalisent pas forcément les actions de promotion nécessaires. Donc, il faut aussi que vous parliez avec le distributeur pour voir si effectivement il va dans des foires et il ne se contente pas juste d'intégrer votre produit dans son catalogue pardon, et attendre que les clients traditionnels viennent le voir. Alors là, je vais passer très vite. Il y a des entreprises françaises qui essaient d'exporter depuis leur bureau en France. Ça, c'est très compliqué. En général, ce n'est pas très efficace parce que les personnes que vous avez en interne ne connaissent pas forcément la langue, la culture, etc. Et en plus, c'est relativement compliqué. Vous êtes vu comme une entreprise vraiment française, donc comme une entreprise étrangère. Par contre, c'est vrai que ça coûte moins cher. Donc, c'est la raison pour laquelle certaines entreprises essayent de se développer sur le marché espagnol de cette façon. Et la dernière option, c'est l'implantation. Donc, la création de filiales, c'est en général la stratégie la plus efficace que vous pouvez aussi cumuler avec un distributeur. Par exemple, vous créez une filiale et vous embauchez des commerciaux qui font le travail de prospection et qui ensuite, quand ils trouvent des clients, renvoient vers le distributeur. Donc, la filiale, c'est très efficace parce que vous allez avoir votre propre personnel espagnol. Donc, vous allez contrôler complètement votre stratégie. Vous allez avoir des personnes qui connaissent la culture, qui sont originaires de ce pays. Et par contre, c'est vrai que dans les inconvénients, vous avez certes plus de crédibilité, mais c'est quand même plus coûteux et vous avez une gestion administrative à faire derrière. Donc, cette gestion administrative, c'est là justement où la Chambre franco-espagnole intervient pour accompagner les entreprises dans les démarches. Et je vais laisser la parole à Sébastien pour un très bref focus de 2-3 minutes sur Madrid, qui, comme je l'ai dit, est la région qui actuellement est le moteur économique de l'Espagne. Merci Florian. Donc, effectivement, je crois que c'est moi qui conclue, Florian, de toute façon, l'intervention, non? Et ensuite, on a l'entreprise qui est arrivée ou… Oui, elle est arrivée, Olivier, là. Je conclus rapidement. Donc, pourquoi vous parlez de Madrid? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Florian, l'Espagne est un marché important pour vous, c'est le deuxième. On espère récupérer les Italiens, mais c'est difficile parce que votre région, historiquement, est vraiment très connectée à l'Italie. Mais bon, on espère quand même que l'Espagne va gagner un peu de pourcentage dans ces prochaines années. En tout cas, on y travaille. Et alors, pourquoi vous parlez de Madrid? Parce que c'est vrai que dans ce pourcentage très fort que vous avez de relations avec l'Espagne, Barcelone et la Catalogne est un point d'entrée traditionnel pour vos entreprises. Et ce qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, c'est que c'est une très bonne chose. Barcelone avec son port et Barcelone avec sa tradition, la Catalogne avec sa tradition d'ouverture vers l'international est une bonne porte d'entrée. Mais la deuxième porte d'entrée pour vous, c'est Madrid. Et pourquoi Madrid? Parce que, bon, certes, c'est la capitale, mais c'est aussi aujourd'hui la capitale économique, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que Barcelone, pendant très longtemps, depuis notamment ces fameux Jeux Olympiques qui ont mis cette ville et cette région en avant, était devenue un peu la capitale économique espagnole pour des raisons
politique, mais également économique et commercial. Les Catalans ont un vrai talent commercial, ils sont ouverts sur la Méditerranée. Et donc Madrid était plutôt une ville administrative, une ville politique. Aujourd'hui, ça a changé. Donc depuis 2015, Madrid est passé économiquement devant Barcelone et la région de Madrid est passée économiquement devant la Catalogne. Et c'est une tendance qui va être à long terme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Madrid? C'est le plus gros marché en termes de population et en termes de pouvoir d'achat en Espagne, des projets de croissance et des projets faramineux comme notamment par exemple ce nouveau quartier qui est le plus gros projet urbain qui est en place en ce moment en Europe, qui s'appelle Distrito Norte. Donc il y avait énormément d'opportunités pour les entreprises françaises ici. C'est tout un nouveau quartier qui va se créer dans le nord de Madrid avec des besoins en termes de mobilier urbain, des besoins en termes de développement durable, d'énergie, voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Surtout, ce qu'on veut vous dire, c'est que Madrid est également une porte d'entrée pour le reste de l'Espagne. Donc, Madrid est placé en plein centre du territoire et en très peu de temps, vous êtes connecté avec tout le reste de l'Espagne, grâce notamment au réseau du TGV. Et ça vous permet donc de couvrir bien le territoire espagnol plus facilement que depuis d'autres régions. Voilà. De toute façon, vous aurez accès à cette présentation où vous aurez tous les chiffres et tous les éléments. Moi, ce que je vais conclure ici, c'est de vous dire que tous les feux sont ouverts. Certes, l'Espagne, c'est déjà un marché important pour vous, mais ça peut l'être encore plus. Aujourd'hui, avec le Covid, nous avons renforcé nos liens parce qu'il est plus facile pour vous d'aller démarcher, d'aller trouver des clients en Espagne que d'aller en Amérique latine, en Chine, en Asie, etc. Je pense que depuis le Club de l'Apex, c'est un discours que vous avez depuis 2 ans, j'imagine. Renforcer les liens avec les voisins européens. Donc, mon message aujourd'hui, c'est que tous les feux sont ouverts, vous l'avez vu. Certes, il y a des difficultés, bien entendu, avec la crise ukrainienne, avec l'inflation. L'Espagne est fortement touchée, mais on est quand même dans une dynamique très positive et surtout, nous sommes dans une dynamique de relation avec la France très positive. Vous êtes bienvenue en Espagne, vous êtes bien vu en Espagne, vous êtes apprécié et les produits français sont appréciés. On a aujourd'hui également énormément de demandes de la France sur des fournisseurs espagnols. Donc les liens sont là, les relations sont là, il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. C'est vraiment plein d'énergie. Après, forcément, hein, entre la Chine qui ferme, la période Covid et les problèmes géopolitiques, c'est aussi une façon de redistribuer les cartes vers la partie Espagne et Portugal, hein, il faut le dire clairement, avec beaucoup d'entreprises françaises qui cherchent à localiser leur industrie, leur production plus proche. Il faut aussi parler du fret maritime qui a été une vraie contrainte depuis voire 2-3 ans. Donc, il y a une vraie réflexion qui se fait. Et à l'APEX, on est vraiment conscient que nos entreprises ont besoin aujourd'hui d'aller chercher et des sourcings et des partenaires un peu plus proches, avec finalement, nous qui sommes de Marseille, qui sommes du sud de la France, des liens méditerranéens beaucoup plus identiques et parfois beaucoup plus faciles. On va maintenant recevoir quelqu'un qui s'appelle Olivier Moinet, qui travaille pour une société qui s'appelle Mavdel, qui a été accompagné par la CCI en Espagne. C'est aussi un petit clin d'œil pour l'APEX qui fait toujours la promotion des VIE, l'intérêt de travailler avec des VIE, c'est-à-dire des jeunes études, des jeunes qui sont sortis d'études et qui font leur première expérience dans un pays pour une entreprise. Et Olivier en est l'exemple. Donc aujourd'hui, il est technico-commercial d'une société qui s'appelle Mavdel. Je vais te laisser, Olivier, vraiment expliquer ce que fait ton entreprise. Tu as beaucoup voyagé en Amérique du Sud. Donc aujourd'hui, tu gères et la partie Espagne ibérique, mais aussi la partie Amérique du Sud. Tu as collaboré avec la CCI et je pense que ton témoignage est assez intéressant. Scratch to business. Exactement. Merci Nathalie de me donner la parole. Je remercie aussi la Chambre de me donner la parole. Effectivement, je fais partie de ces gens-là qui sont sortis de l'école d'ingénieur ou d'une école de commerce et qui ont attaqué leur carrière professionnelle par un VIE. Donc, je suis arrivé ici en Espagne il y a 6 ans et demi, à peu près. La Chambre m'a accueilli. Ils m'ont orienté aussi sur pas mal d'aspects. Alors, je vais prendre l'écran. Je vais essayer de permuter l'écran si c'est possible. Comme ça, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi. Où est-ce que c'est ? Non, pardon.
Écran partagé. Hop. Alors, il faut savoir que donc nous, je vais vous parler un peu de mon entreprise et nos produits avant d'attaquer vraiment. Est-ce que vous voyez? Non, non, l'écran n'est pas partagé. Alicia, tu peux lui donner un petit coup de main, s'il te plaît. Alors, attends. L'écran n'est pas partagé, c'est bizarre ça. Alors, normalement, c'est Ah bon. oui, partagé, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si, c'est bon. Normalement, vous devez voir. OK. Oui, ça y est, ça commence. Voilà. Donc Mavdel, c'est une PME située donc en Isère, qui a intégré un outil de production aussi en Bretagne. Nous, donc, on vient du monde de la plasturgie. On vient du monde de la plasturgie, on sert beaucoup de types d'entreprises, même si dernièrement, on s'oriente vers l'industrie de l'agroalimentaire, qui est quand même important ici, c'est un secteur qui est assez important ici en Espagne. Donc nous, à la base, on extrude des courroies. On a commencé, l'entreprise a été créée en extrudant des courroies et des profils thermosoudables. Alors, l'application parlante qui va peut-être faire lumière chez vous, c'est par exemple à la cafette où on vient déposer les plateaux, c'est le profil qui vient entraîner le plateau. Donc ça, c'est pour les courroies. Et ensuite, c'est des bandes transporteuses. Donc, l'application un peu parlante, c'est typiquement à la caisse d'un supermarché. Donc, c'est là où vous déposez vos produits avant que le produit soit facturé. Donc, c'est ça. Vulgairement, une bande transporteuse, c'est un tapis roulant. Donc ça, mais dans l'industrie agroalimentaire principalement. Donc, l'entreprise a commencé par des profils et maintenant, il y a eu des investissements faits il y a à peu près 10 ans pour créer, pour fabriquer de la bande transporteuse. Et moi, je suis arrivé ici il y a 6 ans et demi, donc c'était à peu près quand on commençait vraiment à rentrer sur ce marché-là. Disons que c'est quelque chose qui s'est démocratisé au niveau de l'industrie agroalimentaire en raison des avantages en termes de consommation de détergents, eau. Enfin, voilà, c'est au niveau sanitaire, ça répond vraiment à un besoin sanitaire au niveau de l'industrie agroalimentaire. C'est des produits qui sont beaucoup plus hygiéniques et beaucoup plus simples en termes de maintenance. Donc, là, on est vraiment sur un produit qui répond à un besoin. Dans mon cas, je ne suis pas parti de zéro, je vous l'avouerai. On avait un distributeur qui était présent sur la partie en Catalogne, qui couvrait toute l'Espagne. Donc, ce distributeur, lui, il faisait vraiment l'achat et la revente de courroies à des fournisseurs industriels. Mais au fur et à mesure, quand je suis arrivé, on a vu que ça n'allait pas marcher avec ce distributeur. Pourquoi? Parce que quand on vend une bande, à la différence d'une courroie, la bande, en général, le client final, il achète la bande, mais il veut qu'il y ait quelqu'un qui assure le service derrière, c'est-à-dire qu'il vienne faire l'installation de la bande sur les convoyeurs et ensuite qui viennent faire la maintenance s'il y a une réparation à faire ou autre. Donc là, c'est vrai que ça marche. Ça a plutôt bien marché avec l'Espagne. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, je rejoins Florian qui disait que ça fonctionne énormément par région. Donc, je vais voir si je peux. Donc là, voilà, on a 3 gammes de bandes. Donc, on a les courroies, les bandes thermosoudables et un autre type de bande de dernière génération. Bon, l'idée, ce n'est pas de rentrer dans la technique, donc je vais vraiment passer rapidement. Donc voilà, donc là, c'est un peu la stratégie qu'on a essayé de mettre en place vis-à-vis de mon entreprise, c'est d'avoir un distributeur pour chaque région. Il y a des cas où ça a été très concluant et il y a des cas où ça l'a été un peu moins, donc on a ajusté. Je pense par exemple à la Catalogne, ça a été très concluant.
parce que voilà, forcément, on est obligé d'y aller avec un distributeur. La langue, la culture fait que, bah, voilà, même si on est français, on est bien vu sur place. Ils préfèrent avoir à faire quelqu'un de la zone qui puisse les aider sur la zone en catalan, si possible. Ensuite, il y a un gros secteur pour l'industrie agroalimentaire, c'est la communauté valencienne. Donc là, on voit des distributeurs qui sont assignés par région. Le Pays Basque un peu moins, même s'il y a quand même des très gros constructeurs. Des constructeurs, ce que j'appelle constructeurs, c'est des fabricants d'équipements industriels. Un qui va peut-être faire lumière pour vous, c'est Weber. Alors Weber est connu pour, par exemple, les barbecues, mais ils font aussi énormément d'équipements pour l'industrie de la viande, par exemple, tout ce qui est les saucisses, enfin vraiment tout ce qui est transformation de la viande, ils sont très forts là-dessus. Et par exemple, il y a un très gros constructeur, un très gros équipementier sur laquelle on a prospecté au tout début et on commence tout juste à rentrer chez eux. Donc, c'est vraiment un produit qui se démocratise Ulma dans le Pays Basque. Mais bon, voilà, petit à petit, on a réussi à mettre cette stratégie en place. Vis-à-vis de ça, moi, je trouve que si le marché espagnol est un marché avec plein d'opportunités, selon votre produit, je pense que vous devez, ça va être dur de répliquer ce qui se passe en France. À moins d'avoir, du moins en termes de politique de prix, à moins d'avoir un produit qui répond à un besoin particulier immédiat, ça va être très dur de rentrer sur le marché de l'Espagne sans s'adapter un petit peu. C'est-à-dire que déjà, c'est très dur de faire du business comme je ne sais plus qui le disait, je crois que c'est Florian qui le disait, sans avoir quelqu'un sur place. Vous êtes obligé d'avoir un contact sur place qui parle espagnol, qui puisse vous rencontrer et qui puisse développer la relation. Le faire à distance, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut les accompagner. Dans mon cas, il faut les accompagner. Si vous avez un produit technique, il faut les accompagner, il faut leur expliquer, il faut essayer de faire des visites avec eux. Tout dépend un peu du produit. Dans mon cas, l'industrie, c'est impossible de faire sans. C'est impossible de faire sans parce que il y a une résistance au changement et si on ne leur montre pas les bénéfices, si on leur fait pas, on n'y va pas à pas avec eux, il ne va pas y avoir l'éclair qui dit non, je vais essayer. Non, faut y aller progressivement. Une fois qu'il y a une relation qui s'installe, ce qui fait partie de la relation, c'est d'aller voir les clients finaux comme le distributeur et de convaincre sur place. Donc, petit à petit, on met en place un marché et puis, on passe dans mon cas, je suis passé de 200 000 euros. Je suis arrivé en 2016 ça, c'était juste pour la courroie parce qu'à l'époque, on vendait très peu de bandes. Et là, on est à peu près à 600 000 euros. Là, je suis à 350 000 à peu près au milieu de l'année. Donc voilà, il y a petit à petit des choses qui se mettent en place. Et voilà, petit à petit, il faut aller voir, faut aller les voir, faut aller les convaincre. Et voilà, ça marche comme ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu si j'ai donné une expérience qui était assez concluante, qui vous a permis d'avoir une petite idée de ce qui pourrait se passer pour vous. Mais bon, voilà. Oui, très bien, merci beaucoup. L'idée donc vraiment de ta mission, ça a été de dynamiser commercialement l'activité de ton entreprise à travers le développement d'un réseau de distributeurs. Donc ça, c'est une stratégie classique, mais vous voyez que l'utilisation du VIE pour dynamiser commercialement un réseau local est une stratégie qui fonctionne bien. Nous, on le voit beaucoup en Espagne. C'est un témoignage très, très intéressant. Quand on vous disait qu'il y a besoin d'un peu de présence, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir
parce qu'on comprend que quand même, on ne peut pas non plus s'installer dans tous les pays avec une équipe, mais d'avoir une personne comme ça qui vous dynamise commercialement, que ce soit à travers un VIE, que ce soit à travers un agent commercial, qui soit sur place et qui dynamise ce réseau, parce qu'il faut aller les visiter, il faut aller les voir, il faut manger avec eux, c'est méditerranéen, hein. Donc il faut être présent pour créer cette dynamique. Ça, c'est un succès pour nous, c'est un modèle, cette entreprise d'un investissement qui finalement est un petit investissement, un petit effort, mais qui a donné des résultats. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage en tout cas. Merci beaucoup. Après, une vraie prise de conscience pour les sociétés françaises, parce qu'on a tendance à penser que comme l'Espagne n'est pas loin, finalement, on n'a pas besoin d'une personne sur place attribuée, en tout cas, ne serait-ce que pour la partie ibérique, hein, pas forcément que pour l'Espagne, et qu'on peut tout faire de la France. C'est vraiment la preuve qu'aujourd'hui, chaque pays est très, très spécifique et que pour booster un chiffre d'affaires sur une nouvelle région, il faut partir de zéro. Un VIE, ça peut être une très bonne option. On peut avoir aussi un VIE partagé. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui dans les CCI et Business France le propose. Donc, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des coûts qui sont partagés, des coûts qui sont aussi pris en charge par les dispositifs les dispositifs de l'État. Et dans tous les cas, c'est une bonne façon de voir s'il y a une ouverture dans une région. Et l'Espagne montre bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie dynamique économique. Il y a une vraie dynamique industrielle. Quand on parle de réindustrialiser la France, oui, mais finalement, parfois, ça peut être plus compétitif parce que la compétitivité, c'est un élément qui est extrêmement important aujourd'hui sur nos marchés et sur nos marchés européens. On peut être plus compétitif en allant produire ou en ayant un partenaire en Espagne. Forcément, le rêve de toute entreprise française, c'est d'aller vendre en Espagne et je pense que vous êtes une bonne plateforme. Quelques mots sur la façon dont vous gérez vos services par rapport à Business France ou comment vous venez accompagner Business France dans certaines étapes. Oui, alors c'est coordonné aujourd'hui au niveau mondial hein, par un programme qui s'appelle Team France Export. Donc, vous avez votre guichet unique d'entrée qui est dans votre CCI local dans votre région. Donc là, vous avez un expert Team France Export qui vous reçoit, qui vous écoute votre projet et vous dérive normalement vers donc, le pays ou les pays qui vous intéressent. Et là, vous tombez sur les guichets de sortie et nous sommes un guichet de sortie en Espagne, parmi d'autres. Hein, et donc, on peut vous accompagner tant sur des missions d'export que sur des missions d'implantation. Voilà. Mais en général, ça passe par le canal Team France Export, guichet d'entrée, guichet de sortie. Pourquoi ? Pour également déclencher les aides, comme Nathalie vous disait tout à l'heure. Vous avez des aides d'assurance export, vous avez les chèques relance. Ça, je tiens à vous dire quand même, une petite note, c'est que la France là-dessus, franchement, chapeau. Je ne fais pas de politique, je n'appuie aucun candidat, nous sommes apolitiques, mais là, franchement, chapeau. Vous n'avez pas beaucoup de pays qui ont mis en place des dispositifs d'aide comme ça pour les entreprises. Le chèque relance, par exemple, j'en ai entendu parler nulle part ailleurs, en tout cas en Espagne, ça n'existe pas. Voilà, donc ça, c'est quand même pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a une problématique sur la balance commerciale en France. Il faut aider les PME à exporter, il faut les accompagner et on est là pour ça. Même si la balance commerciale, on sait très bien, une grosse partie du problème vient de l'énergie, mais quand même, il y a des difficultés parfois pour les entreprises et pour les PME françaises pour partir à l'export. Donc voilà, utilisez le réseau des chambres. On est là pour vous accompagner, vous aider et faire que cette expérience soit un succès. Il n'y a rien de pire que d'avoir un échec sur l'export et après d'arrêter de tenter l'aventure. Je pense que l'export, c'est à chaque pays son expérience. Des fois, ça va bien se passer, des fois moins bien. Il faut quand même continuer et diversifier ses marchés. Enfin, je veux dire, je suis en train de parler avec un club d'exportateurs. Je n'ai pas à vous l'expliquer. Diversifier vos marchés, c'est la survie de vos entreprises. Voilà, donc on est là pour vous. Effectivement, merci beaucoup. Après, à l'APEX, on sera aussi, on l'a fait ces 2-3 dernières années, on l'a fait beaucoup.
On dirige les entreprises qui n'osent pas aller à l'international. On leur apporte des informations, on les rend un peu plus experts, un peu plus matures, et on les dirige vers la CCI, on les dirige vers Business France, on les dirige vers Charles Gros. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous ne savez pas comment rentrer dans la Team France. On saura faire pour vous accompagner vers le bon interlocuteur, la bonne personne, le bon ingénieur qui pourra réfléchir avec vous, organiser votre business sur l'Espagne ou sur un autre pays. Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais juste ajouter une petite chose, Dali. Avec plaisir. Sébastien en a fait part. Donc oui, c'est intéressant Madrid, juste parce que c'est au milieu de l'Espagne, mais c'est aussi une très bonne porte d'entrée pour l'Amérique du Sud. Ça, c'est pas négligeable. Moi, je recommande pour ça. Parce que moi, là, par exemple, justement, je vais rejoindre un Péruvien, là, tout de suite. Et enfin, voilà, c'est une porte d'entrée et c'est très simple d'y aller, de revenir. Et enfin, voilà, ça donne une certaine crédibilité aussi de partir depuis l'Espagne pour aller en Amérique du Sud en termes de business. Donc, voilà, c'était juste une petite aparté. Oui, on n'a pas évoqué cette partie-là. L'espagnol est quand même une langue qui est beaucoup parlée Oui. à l'international, pas seulement en Espagne. Et donc, toute l'Amérique du Sud permet finalement, en parlant espagnol, d'aller vers ces pays-là. Pronim en fait un petit peu l'expertise en ce moment, Mexique, Colombie. Et donc, beaucoup de nos futurs clients nous disent qu'ils travaillent beaucoup avec l'Espagne. Donc, merci Olivier. Je sais que tu travailles sur ces deux régions-là et le potentiel est incroyable. S'il n'y a pas de questions particulières, Alicia, moi, je ne vois pas. Moi, j'en vois pas dans le chat. Donc, Voilà. si vous n'en avez pas, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Alicia. S'il y a pas de rendez-vous prochainement avec Business France, justement, sur le potentiel de l'Amérique latine. La semaine prochaine, en fait, aussi bien en présentiel qu'en virtuel. Ah, génial. Alors moi, je conseille toujours la Colombie, qui est un pays fantastique parce que l'équipe Business France est incroyable. On a eu le plaisir de recevoir le consul d'Équateur aussi qui montre la dynamique de ce pays avec un nouveau président qui réfléchit à l'industrie. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour nous, sociétés françaises en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à réfléchir différemment dans nos stratégies. Ces dernières années ont montré comment le côté Asie était aussi stable qu'instable. Réfléchir différemment dans nos stratégies commerciales. Anna, je suis très heureuse d'entendre ces propos, Nathalie. Merci beaucoup parce que ça fait 25 ans que je suis sur le sujet et je sens une évolution dans le bon sens et je m'en félicite et vraiment, c'est formidable. Bravo à tous parce que c'est dans ce sens-là qu'il fallait aller et voilà, un quart de siècle, c'est bien. Parfois les choses mettent du temps, oui. Et puis comme ça, des événements nous donnent le déclic. Voilà, je pense que formidable. Il y a une vraie redistribution des cartes et une vraie réflexion. 2022 est une année stratégique entre vraiment la situation asiatique qui a fermé là pendant 2-3 mois. Il ne faut pas l'oublier, en période qui n'est plus Covid pour nous et qui n'est qu'une mesure de prévention pour eux. Ça a vraiment bousculé l'industrie globale française et européenne. Ce sera très compliqué pour la rentrée septembre-octobre, nos appros, etc. Et donc là, il y a une vraie réflexion qui n'est pas une réflexion après Covid, mais qui est vraiment une réflexion globale de se dire peut-être qu'en travaillant plus sur des pays européens, en travaillant plus sur l'Amérique du Sud, qui sont aujourd'hui des pays qui vont vraiment grandir en termes d'industrialisation, en termes économiques, il faut leur donner. Il faut nous donner une chance, à nous, à la France et à l'Europe. Il faut donner une chance à ces pays qui nous ressemblent aussi. Je ne trouverai personne parmi vous qui dira que c'est pas facile, que c'est facile de discuter avec un Chinois et d'être sûr de ce qu'il a dit 5 minutes après la fin de son propos. Je pense que c'est beaucoup plus facile parfois de discuter avec des industriels espagnols et un bon serré de main d'homme à homme, ceci étant dit par une femme, parfois fonctionne beaucoup mieux. Et donc, je pense que 2022, avec tout le recul qu'on a et toutes les discussions qu'on a entre chefs d'entreprise, c'est une année où il y a une vraie redistribution de cartes et une vraie réflexion stratégique. Et Anna Rose, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos futurs développements. Il est 9h32, je vous rends à vos vies
d'entreprise. Je vous remercie infiniment. Je vous retrouve tous, si vous êtes disponibles, le 4 juillet, le matin. Nous allons à 9 h du matin recevoir Emma Claire Dumont, qui vient de faire l'Everest. C'est la 13e femme française à avoir réussi l'Everest. Elle l'a réussi en moins de 30 jours, alors que normalement, il faut 40 jours. C'est une femme qui a un mental incroyable. Et donc, elle va venir témoigner, expliquer comment les choses se sont passées, quelle a été sa préparation, la détermination à faire cet événement, sa préparation et comment s'est passée toute son ascension partagée avec un Sherpa qui l'a guidé jusqu'au sommet. Et le conseil d'administration à 17 h, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et se trouve au 30e étage donc de la Tour La Marseillaise. On sera ravis de vous recevoir tous. Et le soir, faire la fête à l'îlot de la Corniche. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur la Corniche, à droite. Quand vous marchez, vous courez. À un moment, il y a quelques escaliers et il suffit juste de descendre et on est en pleine vue mer. C'est très casual, très sympa, histoire de boire un verre ensemble, de partager un bon moment et de pouvoir vous présenter notre futur président. Voilà. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt au 4 juillet.